Salut, bienvenue à Bassin Conversant de l'OBV du Chêne. Je m'appelle Rémi Bédard. On parle de nos producteurs de bons coups, des gens qui nous épatent par leurs bonnes pratiques agro-environnementales. Aujourd'hui, on a avec nous les gens de la ferme rustique, Elisabeth et Alexandre. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. Elisabeth, Alexandre, vous êtes une ferme qui est très connue pour votre approche sur le bien-être animal, entre autres. C'est un peu comme une figure de proue chez vous. J'ai entendu ça, moi, tout de suite, mon imagination de papa qui aime ça faire des blagues très drôles, là, j'imagine. Il semble y avoir un consensus. Moi, là, tout de suite, dans ma tête, vous êtes une ferme de Sainte-Croix, vous faites du porc, vous faites du poulet et du bœuf, si je ne me trompe pas. Exactement. Moi, dans ma tête, là, on rentre là, puis dans la petite bulle en nuage là, qui se forme au-dessus de ma tête de papa qui cherche un jeu de mots, j'imagine, là, on arrive, là, il y a une espèce de grand bâtiment, puis là, on entend un peu des éclats de voix de les porcs qui sont là. C'est comme une grande salle. Là, il y a de la musique qui joue, il y a de l'action là-dedans. Puis là, on s'approche, puis là, on réalise qu'ils attendent une livraison de la brasserie, coudon. Puis là, ils sont en train de manger des crudités, ils se donnent bonne conscience, quand même. Là. Ils ont un bon mode de vie. Là, on s'approche un peu du bâtiment, puis finalement, c'est un genre de 5 à 7 club social, puis ils jouent au quai. Fait que c'est ça qui se passe. Je voulais juste savoir, là, est-ce que je suis comme totalement je suis en divagation totale là, dans... Pas tant, là. Il y a quand même des effets sonores qui sont assez spéciaux à entendre dans des bâtiments. Là. Tu dis, ils sont en 5 à 7, ça peut ressembler à ça. Souvent, ils ont aussi, pour le bien-être animal, on va ramener l'animal à avoir un cycle de vie. Fait que souvent, ils vont avoir des heures dans la journée où ils font une sieste. Dans l'après-midi, après le dîner, Okay. Ils vont faire une sieste. Arrive, tous les cochons sont couchés, ça dort, ça ronfle. Puis quand tu vas arriver en soirée, ben, on va être plus 5 à 7. Fin de journée, les cochons, grosse partie de quilles, les bonnes murs sont en béton. Fait que souvent, on va entendre, pour vrai, quand tu rentres dans les bâtiments, les boules de quilles frapper sur les murs. Puis on se sentirait vraiment dans une salle de quilles. On entend les boules frapper. Puis en fin de journée aussi, dans le fond, quand on va laisser le cycle aux autres animaux, là, on parle des cochons, mais dans les bâtiments, les vaches peuvent rentrer et sortir chez nous. Là. Ils ont une mangeoire intérieure et extérieure. Puis en fin de journée, les jeunes veaux vont être comme des enfants. C'est comme si c'était dans une garderie. Fait que dans le fond, ils vont courir à la pénombre. Est-ce qu'il y a des différences avec les tempêtes de neige des fois? Ou, je sais pas, on voit. J'ai pas fait encore les animaux vont rentrer plus pendant les tempêtes. Là. Mais vraiment, on voit qu'en fin de journée, les animaux, là, surtout les jeunes veaux, vont se laisser aller leur imagination et leur énergie là, pour s'amuser. Fait que c'est quand même drôle que tu parles de ça. Puis on en revient aussi là, au bâtiment. Tu disais les sons. Ben, justement, cette semaine, nous autres, les bâtiments, c'est tous des bâtiments ouverts. Là. C'est des bâtiments à grange froide pour la plupart. Okay, ouverts sur l'extérieur. Ouais, ouverts sur l'extérieur. Fait qu'on est capable de baisser là, en journée qui fait beau, qu'il n'y a pas de tempête de neige, qu'il n'y a pas de vent extrême. On est capable de baisser les toiles. Fait que les animaux qui sont à l'intérieur, qui choisissent d'être à l'intérieur, sont quand même à l'air libre. Fait qu'ils ont l'air de l'extérieur. Puis les oiseaux rentrent dans les bâtiments. Puis nous autres, chez nous, c'est bien ouvert. Là. Puis cette semaine, justement, on avait un oiseau. On se demandait c'était lequel. Puis cet oiseau-là faisait un bruit comme si on était dans une animalerie. Il y avait clairement un chant, je l'ai pas identifié. C'est un perroquet, finalement, on ne sait pas. Il y avait clairement un chant comme si on était là. Il y avait un étourneau polyglotte un peu plus que les autres. Ouais, d'après moi, ça devait être ça. Là. C'était quand même spécial. C'est ça, bien-être animal, c'est beaucoup l'enrichissement, le jeu. On est beaucoup depuis, ça va faire 16 ans. En production. 15 ans. 15 ans, excuse-moi. Ça fait 16 ans qu'on est en couple, 15 ans en production, excuse-moi. Mais en fait, ouais, c'est ça. C'est la lumière naturelle, la ventilation naturelle, ça va être les jeux, ça va être la musique, ça va être tout ce qui fait que l'environnement sonore va diminuer le stress chez l'animal pour qu'il retrouve ses comportements comme plus naturels. Fait que, tu sais, un comportement naturel, ça veut dire que il va avoir comme un effet de troupeau. Ils vont se suivre, ils n'ont pas nécessairement besoin qu'on soit tout le temps là en train d'intervenir. Ils ont accès à l'extérieur, à l'intérieur comme ils veulent. Fait que, c'est beaucoup ça qu'on essaie de mettre en pratique au fil des années. Il y a beaucoup d'essais d'erreurs aussi dans le bien-être animal. Au début, on les avait mis à l'extérieur tout le temps, les cochons. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des coups de soleil, il y avait de la bouette, puis finalement, il n'était pas si bien que ça. Fait que, avec les années, on a décidé de fonctionner peut-être différemment pour tout le temps s'améliorer là, d'année en année. Là. Puis on est chanceux parce que il y a beaucoup de... Les gens sont les bienvenus, nous, à la ferme.
Puis il y en a qui nous proposent des idées quand ils viennent visiter, puis on est comme, tu sais, on va l'essayer. Ou, tu sais, on a eu une stagiaire qui a eu des super flashs là, pour quand on a besoin des déplacés. Fait que, tu sais, on est très ouvert pour que on essaye que l'animal, il se sente pas brusqué quand il est chez nous, qu'il se sente respecté, parce qu'on les aime beaucoup. Souvent, avec les animaux, comme avec l'environnement, on va humaniser notre compréhension de la chose. Comme Elisabeth a dit, on a mis des cochons les premières années dehors. On s'est dit, nous autres, on aime ça être dehors. T'aimes ça être dehors. T'aimes mieux être dehors que. Mais tu sais, en vrai, qu'est-ce que t'aimes? C'est l'animal qui va te le montrer. Qu'est-ce que lui aime? Tu sais, le cochon est pas fait. En tout cas, les cochons qu'on avait étaient pas faits pour être à l'extérieur par rapport au soleil. Tu sais, les mêmes choses par rapport. Nous autres, dans le fond, ce qu'on veut, c'est créer sur la ferme un cycle. On veut que le cycle soit continu. Puis on pense que pour nous, notre compréhension, c'est que quand on réussit à créer un cycle dans une chose, comme la ferme, les choses se placent par elles-mêmes. Fait que c'est un peu ça, tu sais, l'environnement, on pourrait dire, tu veux que ta terre soit fertile, mais 10 fois la quantité de fumier que tu serais supposé mettre, mais c'est pas ça, tu sais, le cycle, il faut que le sol soit capable de l'absorber, les micro-organismes, les microbes, tout ce qu'il y a sur la terre soit capable de l'ingérer, dans le fond, de le mettre dans le sol, puis c'est là que tu vas créer un plus à ton sol. Mais si tu me donner un exemple, quelqu'un qui fait un jardin, puis qui va aller mettre trop de fumier de poules qui n'a pas été composté, ben c'est un apport d'azote, oui, mais cet apport d'azote-là est trop fort, puis il va brûler les semences que tu vas mettre au départ de ton jardin. OK, carrément, là. Trop, c'est comme passer. Ouais. Fait que c'est là que nous autres, on a pris la ferme, puis on s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est créer un cycle régénératif. On voulait que cette ferme-là devienne elle-même une entité, dans le fond. Là, on arrive à ça, en fait, là, on a eu une super... En fait, c'est vraiment génial, là, j'aime ça, commencer comme ça une discussion, puis là, je suis assis, puis je reçois, là, c'est incroyable, là, vous êtes comme une espèce d'encyclopédie agricole, c'est vraiment génial. Vous avez comme... On comprend que le programme que vous avez de bien-être est en fait super complexe, puis vous avez une approche qui est très compréhensive avec vos animaux, puis là, on s'en vient vers, c'est ça, l'approche, là, tu m'arrives avec une notion d'approche régénérative. Moi, j'aimerais ça qu'on prenne le temps c'est ça, là, de justement, on rentre là-dedans, là, de bien définir ça. C'est quoi une ferme régénérative? Puis comment on vient? Parce que j'ai l'impression que ça fait partie de votre approche, ça a l'air assez intégrale. Vous n'avez comme pas une filière bien-être animal puis une filière régénération des sols. On dirait que tout ça va ensemble. Dans le fond, nous, la ferme, c'est comme un tout. C'est un cycle. Puis l'agriculture régénératrice, c'est autant le bien-être animal, la relation que tu as avec l'animal, la relation que l'animal a avec toi, mais c'est aussi, mettons, le respect des sols, de la biodiversité, de l'environnement, de diminuer ton empreinte carbone, d'améliorer l'apport au niveau de la nature qui est autour de toi. Tu sais, dans le fond, ça touche beaucoup de principes, l'agriculture régénératrice. C'est aussi de faire, si tu as besoin d'intrants au niveau de ton entreprise, c'est de faire affaire une chaîne locale, encourager local. Fait que, tu sais, c'est tous ces principes-là qu'on essaye de nous appliquer au quotidien là, dans nos productions. Dans les premières années, on n'utilisait pas nécessairement ce terme-là. Tu sais, des termes, un terme, c'est un terme, là, un mot, c'est un mot. Régénératrice, ça s'en vient de plus en plus. C'est un terme qui est utilisé par surtout les producteurs de bœuf à l'herbe, les grass-feed beef. Nous, dans le fond, quand on a commencé l'entreprise, on parlait plus de notre côté. Nous autres, on voyait ça comme une entreprise durable. Nous autres, on disait qu'on faisait une agriculture durable. Le but, c'était que cette entreprise-là puisse perdurer dans le temps. Le régénératif nous apporte un peu dans son terme du fait qu'on régénère des choses qui sont sur la ferme. Dans le fond, on régénère nos sols, on régénère un cycle. Mais nous autres, on l'a défendu plus au début comme une agriculture durable. D'accord. Pour durer dans le temps. Puis tu sais, même dès le départ, parce que quand on a acheté les bâtiments, c'était vraiment... on partait de moins 1000. Nous, on n'a pas des parents agriculteurs. Je viens de Limoilou, Alexandre Saint-Nicolas. On est parti, cette grange-là était fini. Les voisins leur donnaient genre 5 ans avant qu'elle tombe. Mais finalement, nous autres, on est allé voir un voisin qui avait une grange qui était sur le bord de tomber. Puis on dit, on peut-tu récupérer des beams, des poutres? Et on va refaire... Fait que tu sais, il y a beaucoup de réutilisation aussi dans la façon et de récupération là, dans la façon qu'on produit. Tu sais, nous autres, on n'est pas nécessairement des... on déteste acheter neuf. Là. On achète usagé, on réutilise. Pour vraiment là, donner une deuxième vie. Fait que tu sais, c'est toutes des... C'était dur au départ de mettre c'est quoi le doigt là-dessus. Comme Alexandre disait, l'agriculture régénérative, ça dépend des gens. Mais c'est de plus en plus populaire. Puis je pense avec la conscience que le consommateur commence à avoir, il se dit ça répond peut-être plus à la façon que je vois l'agriculture, comment je voudrais que ça se fasse.
Fait que, tu sais, Puis l'environnement, l'agro-environnement, on voit ça souvent par rapport aux cultures, aux approches qu'on a, comment on va cultiver notre ferme. Mais tu sais, comme Elisabeth a dit, il y a aussi tout le côté environnemental qui est l'utilisation des bâtiments. Nous autres, nos bâtiments sont faits d'une certaine façon que on va produire du porc une certaine partie de l'année où les animaux sont au pâturage, les vaches sont au pâturage. Fait qu'on utilise les mêmes bâtiments pour porc, poulet, bœuf. Fait qu'on n'a pas des bâtiments spécifiques porcherie. On n'a pas Ok. des bâtiments. Fait que c'est Ça a ce qui besoin fait d'en voir moins grand aussi, Moins j'imagine. grand. Vous avez une saisonnalité là, Exactement. que vous instaurez. Fait que puis on est plus dans un élevage extensif, c'est pas un élevage intensif. Tu sais, nous autres, les bâtiments sont ouverts. Si on se compare au conventionnel, ben, la plupart des bâtiments, ben, ça va être ventilation fermée. Tu sais, il y a beaucoup d'assainissement. Nous autres, il y a depuis nos départs, là, des maladies ou des problématiques vraiment de santé animale, on n'en a pas eu. Puis pourtant, c'est la nature là, qui fait son. Peut-être moins, j'imagine, vous ventilez moins, il doit y avoir moins de bruit de ventilateur. on moins ventile naturellement. Ouais. Fait qu'on ventile beaucoup plus d'air. On utilise la nature, dans le fond. On utilise le vent, on utilise la circulation de l'air. Fait qui fait que, dans le fond, nos bâtiments sont toujours plus ouverts. Puis le cycle qu'on fait de changer les animaux dans le bâtiment, dans le fond, le porc va couper les cycles de maladies dans le bœuf. Puis le bœuf va D'accord. couper les maladies le cycle du maladie dans le porc. Fait que c'est comme c'est vraiment intéressant. un tout gagnant. Là, ouais. J'imagine qu'il n'y a pas de... je cherche toujours les jokes de papa, là, mais j'imagine que d'enlever le bruit de ventilation, d'avoir une ventilation naturelle, c'est un gain en bien-être animal. Ça leur permet aussi d'entendre les numéros de bingo là, quand ils vont les caler aussi. Mais tu sais, nous, vu qu'il n'y a pas de bruit vraiment de moteur ou de choses qui roulent, là, vu qu'il n'y a pas de moteur, on est beaucoup à la main. Nous, on compense aussi par les oiseaux qui sont dans la grange. On est comme un peu amis des oiseaux. Puis il y a aussi de la musique, la musique classique. Ah, OK. Durant surtout la période que les cochons sont là, parce qu'on s'est rendu compte que les cochons étaient beaucoup... en tout cas, ça les calmait. Ils sont Le fait mélomanes. qu'il y ait une musique, là, ça les... Je pense que ça diminue les stress par rapport, mettons, il y aurait la foudre qui tombe D'accord. durant un orage ou OK. il y a des coyotes les le bruits soir. forts de la ferme, finalement. Oui, c'est ça. Ça vient comme diminuer les stress sonores. là. Et tout de suite, on continue. Là, moi, j'ai la curiosité qui est vraiment piquée par quelque chose. Là, je le ramène un peu sur l'agriculture. Là, on va l'appeler, préférez-vous régénérative? Non, les deux sont bonnes. C'est juste de montrer, dans le fond. Peu importe, en faut fait, pas s'arrêter à un l'étiquette terme. Régénératrice. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui m'intrigue, c'est qu'on a parlé de sol. Comment qu'on fait là, pour restaurer des sols sur la ferme chez vous? Comment vous y prenez? Ben encore là, tantôt on parlait d'un cycle. C'est toujours de faire le cycle. Dans le fond, pourquoi nous, on produit plusieurs types de production? Dans le fond, on fait du foin, on va faire quelques céréales pour faire notre paille. On a nos animaux, dans le fond, qui vont produire notre fumier. Fait qu'on va ramener le fumier au sol. Nous autres, on n'utilise que des fumiers solides. Fait que ces fumiers solides-là vont amener de la matière organique. Ce qui veut dire que, dans le fond, ton sol va revivre. La matière organique, on réussit à la canner dans le sol, dans le fond. On réussit à la fixer là, dans le fond, puis on peut l'utiliser plus tard. C'est ce qui est bien, contrairement à un engrais, mettons qu'on va parler d'un engrais chimique qui, lui, va être utilisé à court terme. Il n'y a pas beaucoup d'engrais. C'est un dynamique dépôt-retrait, là, un peu comme un compte d'épargne, on en met, ça ressort, puis on n'a pas forcément d'économie pour l'avenir. Là. Ça veut pas dire, c'est ça, il peut s'en économiser un petit peu, mais souvent, ça va être des traces. Là. Fait que dans le fond, nous autres, on utilise plus le fumier solide. Fait que c'est avec cette structure-là, dans le fond, que les micro-organismes vont vivre dans le sol. En utilisant ça, les insectes s'en viennent. Ouais. Ces insectes-là, ils créent des trous dans la terre, fait qu'ils oxygènent le sol. Les vers de terre. Tu sais, eux, c'est tous des travailleurs de sol là, extrêmement importants pour garder ton sol vivant. Là. Coûte rien. Je veux dire, ils travaillent cheap labor. Avez-vous besoin de travailler le sol quand même mécaniquement ou on il y a travaille assez de... pas beaucoup le sol. Dans le fond, tous nos pâturages, nous autres, on s'est associés. En fait, on a acheté des terres d'un monsieur qui est Barkmans d'Encausse, qui est rendu un associé de ferme, pas côté, comment je dirais, monétaire, mettons. Là, mais c'est une inspiration. Il travaille avec nous. Puis lui, il utilisait déjà le pâturage de bande. Là. Dans le fond, à tous les jours, il déplaçait ses animaux l'été. Okay. Fait qu'en rachetant cette entreprise-là, on a repris ses terres. Puis c'est lui qui nous a montré un peu à comment travailler ça. Le pâturage régénératif qu'on appelle. Là, vous voulez dire le pâturage de bande, là, j'attrape la balle au bon. Comment ça s'opère? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, nous, c'est notre production de bovine, c'est une production exclusivement à l'herbe. Donc, nos animaux vont vraiment, là, durant la saison chaude, où est-ce que là, les gens peuvent aller au pâturage, nos vaches peuvent aller au pâturage, à chaque jour, on va les déplacer.
Fait que là, il y a une période de temps, ils vont être sur la même parcelle, ils vont brouter, il va y avoir des déjections animales, puis là, ils restent là un moment jusqu'à temps qu'on juge que l'herbe est suffisamment broutée, mais pas trop non plus parce qu'on veut qu'elle se régénère. OK. Fait que là, la deuxième, troisième D'abord, journée... le but, c'est que la vache mange la meilleure partie, ce qui est la tête de la plante, mais que la plante reste en photosynthèse. Ouais. OK, quand on dit qu'elle se régénère, dans le fond, c'est que chaque brin, chaque plant d'herbe puisse juste repartir. Là. C'est ça, mais il ne repart pas de la base. Non. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'ils repartent à peu près, on va dire à peu près de 6 à 10 pouces, là, dans le fond, qu'ils repartent d'une végétation déjà existante. OK. Fait que le lendemain, fait que dans le fond, nous autres, on avance les vaches à tous les jours. Donc, on va donner la parcelle selon le nombre de vaches. Ça, c'est Berkman, tu nous l'as montré quand même beaucoup. Là. Dans le fond, tu as un nombre de vaches, tu as une grosseur de vache, tu as une grosseur de veau. Tu vas estimer une consommation d'herbe. Puis à tous les jours, tu vas voir aussi si ton estimation est bonne. Là. Parce que s'il n'y a plus assez d'herbe, tu comprends que ton calcul n'était pas bon. Ouais. Mais le but, c'est ça, c'est que la plante reste toujours en croissance. Fait que cette plante-là, elle capte le carbone. Dans le fond, elle est toujours en croissance. Fait que l'animal passe, il utilise ce qu'il a besoin. Quand il a terminé de son passage dans cette parcelle-là, nous autres, on referme en arrière de lui. Il ne peut pas retourner en arrière parce que c'est sûr que si tu lui donnes le choix de retourner en arrière, dès qu'il va avoir une belle petite pousse de trèfle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme tout le monde, il va aller manger le bonbon. Donc, ce qu'on veut pas, ce qui arrive, c'est que cette plante-là force pour sortir cette nouvelle feuille-là, puis tout de suite, le lendemain, poup, on vient y enlever. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que cette plante-là, quand elle force, qu'elle continue à produire, puis là, on va venir y enlever à peu près, on dirait le 2/3 de sa plante. Puis là, elle va dire, ben là, je suis correct. Le gain long terme de ça, dans le fond, là, la plante, on comprend qu'elle a pu redémarrer beaucoup plus facilement. À long terme, c'est quoi le gain qui se fait avec ça? On comprend que peut-être la parcelle va être disponible assez rapidement après ça. Mais est-ce que vous avez un autre gain à faire cette pratique-là à long terme? Ben oui, il y a toute la capture de carbone qu'Alexandre parlait, mais il y a aussi tout l'effet des déjections animales, puis le retour d'insectes qui amène une biodiversité qui va avec. T'sais, par exemple, là, nous, il y a un oiseau qui est revenu là, grâce à nos pâturages régénératifs, qui est comme le vacher, là, qui vient aider les vaches en venant grignoter les petites mouches qui sont autour, les larves de mouches. Fait que, tu sais, cet oiseau-là n'existait plus vraiment dans la région. Là, avec cette pratique-là, on a vu l'effet direct au niveau de la biodiversité. Cet oiseau-là est revenu. Il y a même un club d'ophtalmologistes. Ornithologues. C'est presque pareil. Ouais, désolé. Ils ont tous des yeux, tout le monde. C'est ça, ils ont des jumelles, là, fait que c'est ça qui m'a mêlé. Non, mais c'est ça, des ornithologues, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'ils étaient tous devant nos pâturages avec leurs jumelles, puis ils observaient, puis là c'est là qu'on leur a demandé. Puis... Ça, c'est rare qu'on voit 30 à 40 voitures stationnées dans un rang, perdues, qu'il y a à peu près juste nous autres qui a des animaux. Là, puis il disait que ça faisait vraiment longtemps qu'il l'avait pas vu dans la région, puis là, on s'était comme dit, tu sais, c'est cool, là, ça veut dire que ça a vraiment un effet sur la nature, puis sur l'écosystème ambiant. Là. Puis il y a aussi le fait d'avoir tout le temps des rotations au niveau de nos plantes fourragères. Bien, ça permet d'avoir une floraison. Puis il y a un de nos amis qui fait du miel, fleur à miel. Puis lui, avec ses ruches, bien, les abeilles viennent butiner vraiment tout au cours de la saison. Puis on n'est pas... on n'est jamais comme en compétition, genre, hey, là, il faut faire nos foins parce que, tu sais... Fait que là, les abeilles, eux, ont le temps de faire leur travail, de butiner, puis on voit tout l'effet de la pollinisation. La plante va se rendre à la fin de son cycle aussi. Fait que dans le fond, elle va créer beaucoup plus de racines. Fait qu'elle va être plus en santé, elle va pousser plus longtemps. Puis dans le fond, tantôt, tu nous demandais qu'est-ce que vous utilisez pour, tu sais, on labourera pas le sol. Dans le fond, les plantes vont se régénérer par eux autres mêmes, vont créer de la graine, vont tomber, Fait que ces pâturages-là peuvent... À un certain point, là, on va, si on ne crée pas de compaction, c'est important de faire attention au nombre d'animaux qu'on va mettre, surtout en journée de pluie, on va donner un peu plus grand. Les animaux puissent se promener et que ça tape pas le sol. Mais le sol va rester vivant, la plante va se régénérer, fait qu'on va arriver au bout peut-être à faire, nous autres on pense indéfiniment pour avoir un pâturage qui pousse naturellement, les plantes vont se balancer par eux autres mêmes. Ouais. Puis ce que je vois avec ça, en fait, qui est extraordinaire, c'est que oui, on parle d'un sol en santé, là, d'un sol dynamique qui peut un peu... qui peut assurer un cycle de nutriments. Mais ce que je vois, c'est que c'est plus que ça. Vous développez des habitats, en fait, peut-être des micro-habitats quand même, mais ça reste qu'on a un habitat dans le sol pour une faune du sol. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que on a aussi des oiseaux qui viennent s'ajouter à ça. Des crapauds, des grenouilles. Puis là, on peut penser qu'on a des petits oiseaux, on a des vachers à tête brune qui s'installent là. Il y a sûrement aussi des grands oiseaux avec des grandes griffes qui aiment ça manger des petits vachers à tête brune. Fait qu'on a un habitat qui vient cumulatif avec tout ça finalement. Ouais. Là, on bâtit. Puis j'imagine que votre
votre ferme, ou souvent aussi c'est le cas là, avec ce genre de pratique-là, vous devez probablement laisser des parcelles un peu à gauche, à droite, là, peut-être en marge, des fois aussi des perchoirs, des choses comme ça. Est-ce que c'est le cas chez vous? Oui, dans le fond, on a des parties où que les animaux vont aller moins. On a des bouts de pâturage qui sont gardés. Nous autres, on appelle ça des parcelles sacrifiées. Là. OK. Dans le fond, c'est une parcelle que nous, on utilise qui n'a pas été nécessairement remis en culture à 100%. Là. Il y a des tas de roches, il y a des branches, il y a des arbres. On appelle ça l'aulnay. Dans le fond, il y a encore des petites zones qui poussent, des choses comme ça. Puis on va utiliser cette partie-là s'il peut arriver, mettons, une sécheresse ou une fin de saison où on ne sait pas où. Fait qu'on va on peut mettre des balles de foin à cette place-là ou juste utiliser l'aulnay qui pousse par lui-même, qui fait un endroit naturel, puis que les animaux vont pouvoir aller justement. Là on peut laisser aller piétiner. Là. On sait que on appelle ça la parcelle sacrifiée. Là, fait que dans le fond, cette partie-là, mais les animaux, c'est sûr que pendant l'été, eux autres, c'est leur terrain de jeu. Là. Puis encore là, je pense qu'on trace des connexions avec le bien-être animal. Moi, je m'imagine si j'étais une vache dans un champ, si j'avais le choix entre un champ rectangulaire avec seulement que de l'herbe qui pousse à telle hauteur ou d'avoir la parcelle où est-ce que on a quelques petits arbustes, il y a des roches, il y a des reliefs, je pense que ça a une valeur d'enrichissement aussi là, pour les animaux. Puis l'enrichissement, je vais juste prendre une seconde pour peut-être pour l'auditeur, pour le définir. Je ne sais pas si on avait sorti le mot, mais c'est vraiment dans le fond, puis vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est une façon d'amener finalement des éléments de surprise ou des éléments de jeu ou des éléments qui vont amener l'animal à penser comme différemment finalement à se divertir finalement, littéralement. En fait, c'est comme l'enrichissement, c'est comme nous, là, on a besoin d'être stimulé intellectuellement. L'animal aussi a besoin d'avoir des stimuli. Mettons les vaches, le fait de monter sur une petite montagne, aller dans les roches, il y a comme quelque chose que c'est différent. On le voit, mettons, on a installé des brosses pour qu'ils puissent se brosser. Ils ont une roche où est-ce qu'ils vont se brosser. Il y a comme ils ont besoin d'avoir c'est comme une petite activité dans leur journée. Et oui, ils vont ruminer, ils vont s'occuper de leur veau, mais maintenant, ils vont vouloir faire autre chose. Fait que, c'est leur offrir cette possibilité-là, l'enrichissement, là, c'est quelque chose que, c'est pas forcé. Il faut que, c'est par leur curiosité qu'ils vont aller l'essayer, qu'ils vont l'apprécier. Puis le fait de faire ça, ben ça va diminuer les conflits entre les animaux ou le risque de blessure parce que mettons par exemple c'est plus au niveau des cochons, s'ils sont pas assez stimulés, c'est comme un peu des enfants, ça va se chamailler. Puis, si on revient mettons au pâturage qu'on le disait tantôt en bande, il y a tout le temps le côté, ce qui est plaisant de voir sur une entreprise agricole, c'est que les décisions que tu prends par rapport à tes valeurs, ce que nous autres on a fait au début, ils ont toujours on parlait d'un cycle tantôt, mais ça crée un cycle dans le fond. Fait que ces animaux-là de mai à fin novembre, on s'est presque rendu en décembre cette année, là, parce qu'il n'a pas fait si froid que ça, puis on avait justement gardé des parcelles que le foin a poussé pendant l'été puis qu'on n'a pas utilisé. C'est des épandages de fumier de moins. Ils étendent leur fumier eux autres mêmes. C'est du fauchage de moins, du pressage de moins. Je veux dire, l'animal fait naturellement tout ce que la ferme a besoin de faire pour survivre l'hiver. Ouais, pour vous, c'est du travail en moins aussi. Du travail, c'est du carbone, c'est du diesel de moins. Ouais. C'est économiquement plus rentable pour nous. Fait que c'est plaisant de voir que le cycle, par rapport à nos valeurs, finit par nous... économiquement nous récompenser jusqu'à un certain point. Un sol vivant avec une plante que tu laisses pousser naturellement, ben, nécessairement, quand il y a des périodes de sécheresse, ben, ton sol est plus gorgé d'eau, il va garder son eau. Il y a moins de lessivage, il y a moins de perte d'eau par ruissellement parce que là, la plante le capte, le garde, le sol, la matière organique est comme gorgée. Fait que, nous, on était contents d'avoir fait ces façons de faire-là. Il y a eu des périodes de sécheresse, mettons. Les deux dernières années, il y a eu comme des périodes. On a été récompensés. On a arrêté. On regarde un peu ce qui se passe un peu sur Facebook, dans les groupes de bovins de boucherie, des choses comme ça. Nous autres, on a arrêté 4 jours de nourrir au pâturage. Alors qu'il y en a qui ont été obligés d'arrêter 1 mois et demi, 2 mois. Parce que nous autres, on avait gardé assez... OK, quand vous dites nourrir au pâturage, c'est que dans le fond, pendant 4 jours... On les a sortis, on les a mis dans la parcelle sacrifiée qu'on parlait tantôt. Okay. On a donné des balles de foin pour que la plante se protège. Dans le fond. On laisse garder les rosées. Stresser une plante qui sèche, qui plombe au soleil. Là, parce qu'il manquait nécessairement de pluie durant l'été. Parce que le sol est vivant, dans le fond, dès qu'il mouille, la matière organique va capter l'eau. Au lieu qu'elle se ruisselle jusqu'au fossé, elle va descendre dans le sol. De l'autre partie, quand on garde une certaine hauteur, les matins, il y a une rosée. Ben, cette rosée-là, au lieu de sécher parce que le soleil tape au sol, elle rentre. C'est pas des grosses quantités d'eau, mais c'est des quantités d'eau au niveau de la couche. Là, de la couche du sol, c'est ça. Fait que la plante va continuer à pousser. Fait que ça nous aide dans les sécheresses. Fait que tu sais, c'est de créer un cycle, quand ça te le rapporte, c'est toujours plaisant.
Les autres, ça a été, puis juste pour conclure là-dessus, ça a été 4 jours finalement dans votre été. Est-ce que chez vos voisins, est-ce que ça a pu s'étirer plus longtemps ou si. Oui, c'est comme je te dis, on a vu là, qui ont été quasiment un mois et demi à être obligés de. Parce que la façon qu'ils utilisaient, eux autres, leur sol était peut-être moins vivant, mais c'est surtout la hauteur de la plante aussi. Il avait tellement pâturé court que là, la plante, elle a séché. Fait que le temps qui mouille, ben là, l'eau, il faut qu'elle rentre dans le sol. Si ton sol est compacté, l'eau rentre moins rapidement. Puis là, il faut que la plante reparte à vivre. Là. La plante, tu sais, on s'en est rendu compte dans les dernières années, là, quand il y a eu des grosses sécheresses, les plantes sont quand même faites assez fortes. Là. Je veux dire, en Outaouais, là, on parle de. Ça doit faire un 6-7 ans, il y avait une grosse sécheresse. Vraiment, là, on marchait dans les champs, là, puis c'était une poussière là, en avant de nous. Là. Puis quand il s'est mis à remouiller, les plantes ont repoussé. Mais c'est le laps de temps entre que ça repousse puis que tu regardes de l'utiliser qui est la différence. Oui, on parle beaucoup là, de notre sol, puis les plantes fourragères, puis tout ça, mais tu sais, nous, on n'est pas... dans le fond, on laisse aussi les mauvaises herbes pousser, puis la floraison de plantes sauvages, tu sais, parce que, tu sais, on se dit, on le voit avec les abeilles, ça a des impacts vraiment bons là, sur la productivité. Mettons, nous, on cultive aussi des curcubitacées là, pour nos cochons, parce qu'on nourrit aux légumes. Ça, c'est leur crudité, ça. Oui, courges, zucchini, tout ça. Mais tu sais, le fait d'avoir des abeilles qui font leur travail, tu sais, on le voit là, dans la pollinisation, on a eu des fruits, puis des fruits, puis des fruits, puis on a des framboises, des bleuets, ça a paru l'impact. Et tu sais, si on n'avait pas, si l'abeille n'avait pas de possibilité de butiner où elle veut, quand elle veut, puis qu'on enlevait tout avec des herbicides, les mauvaises herbes, bien là, c'est sûr que tu sais, on n'aurait pas eu cet impact, l'impact positif que la pollinisation a eu. Est-ce que le bétail, j'imagine que le bétail trouve bien son compte quand même, là, même s'il y a un peu, ils ont probablement certaines mauvaises herbes qui vont peut-être avoir tendance à il laisse là. Là, une okay. vache, ça décide beaucoup un peu ce que ça mange. Là. Fait que, il y a des mauvaises herbes qu'on laisse là. Puis il y a des mauvaises herbes c'est comme ça les intéresse pas, fait qu'ils vont pas les brouter. Là. Même dans nos cultures de foin pour l'hiver, on va cultiver d'une façon assez responsable. Là. Le but, c'est justement de ne pas être obligé de régénérer le sol, là, d'être obligé de régénérer la plante, là, de labourer, recréer une prairie. Nous autres, on va utiliser des prairies des fois 10 puis 12 ans pour faire les mêmes foins. Mais une année qu'on sait qu'on a assez de foin ou qu'on voit que on s'approche d'un hiver qui va être plus clément pour nous là, en termes de est-ce qu'on a les réserves qu'il faut tout ça, ben on va laisser des coupes au champ. OK. Fait que cette coupe-là. Pas faire la coupe, exemple, pour aller vendre. Là, Exactement. Au lieu de faire 3 coupes, nous autres, on fait toujours 2 coupes à la ferme. Là. Il y a certains champs qu'on va faire 3 coupes à cause du type de plante qu'on utilise. Mettons la luzerne, on est obligé de la faucher parce que sinon, ça va faire trop de résidus. Mais sinon, dans des types de plantes plus graminées, mettons un foin normal, on va laisser des coupes au champ. Là, il y a des voisins qui viennent nous voir et disent non, mais tu peux pas, on va te l'acheter. Je dis non, on la laisse là. Cette coupe-là, elle va retourner au sol. Puis moi, l'année prochaine, si on a une sécheresse ou si j'ai besoin de plus de foin, mais on le voit tout de suite. On sait les champs qu'on n'a pas fauchés. On n'aurait même pas besoin de dénoter. Là. On le voit tout de suite, la reprise au printemps. Finalement, c'est votre petite épargne que vous avez laissée dans le compte qui est encore là, finalement. Vous l'avez pas perdu. On est tout le temps en recherche de comment on peut faire mieux aussi. Là. Mettons, dans nos cultures, comme là, cet été, on a vraiment hâte. Là, on a des filets anti-insectes. Parce que, on veut pas... nous autres... on fait beaucoup de dépistage là, au niveau de nos cultures là, de courges. Il y avait un insecte qui était tout le temps, qui revenait tout le temps. Puis là, on était comme, on les enlevait à la main, ça commençait à être laborieux. Là, on essaie des filets anti-insectes. L'année prochaine, on va voir, c'est une méthode vraiment comme alternative. On est comme encore dans une méthode mécanique, mais qui n'a pas d'impact au niveau de la nature. Ça va juste permettre à l'insecte d'aller ailleurs que sur le coup. Ouais. On essaye on essaye tout le temps de s'informer là, davantage. On essaye des toiles d'occultation, des pyrodésherbeurs. On est vraiment on essaie de voir qu'est-ce qui se fait en marge qui pourrait vraiment être en accord avec le reste de notre cycle. Là. On ne veut pas casser le cycle en faisant une mauvaise pratique. Une pratique agricole autre qui ne correspondrait pas à nos valeurs. Le but, c'est toujours de rester rentable au travers de ça. Puis même cette année, on a une parcelle de terre où on a des étangs d'irrigation, là, des lacs là, qui sont dans le haut de la terre. Puis cette année, là, ça se concrétise. On est en train de finaliser les plans grâce à l'OBP de Chêne. Là. On est en train de regarder avec le ministère de l'Agriculture aussi de planter des arbres par un oasis faunique. D'accord. Dans le fond, autour des lacs. Là, vous allez avoir encore des ornithologues qui vont, d'après moi, ça qui vont venir se stationner là. Il va y avoir quelque chose là-dedans. Je pense qu'on va voir autre chose que le grand héron qui vient déjà. Là, mais il risque d'avoir plus de fait qu'on va aménager tout le tour des étangs là, avec des arbres, des arbustes, des buttes. Ils sont en train de créer là, un plan qui va être... on va s'en garder un peu. Je réalise que c'est en fait, vous êtes sans fin. Là. Je pense que je pourrais vous garder ici pendant des heures et des heures encore. Alexandre et Elisabeth, vous êtes vraiment fascinants. Je constate que vous travaillez finalement... Dans votre tête, je réalise qu'il y a un gros cycle, ça tourne, votre ferme,
vous autres, vous vous occupez de faire tourner cette grande roue-là. C'est absolument fascinant de vous voir aller. Encore une fois de plus, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Je pensais en connaître un peu sur vous. Finalement, je connaissais juste la pointe de l'iceberg. Puis je termine sur une note un petit peu plus personnelle. Moi, personnellement, je suis abonné à vos produits. Là. C'est absolument... Vos viandes sont incroyables. Puis je pense que le boucher avec qui vous faites affaire, c'est un virtuose. Fait que, en conclusion, j'aimerais ça. En fait, là, je vous laisse le temps aussi pour vous présenter. Pour voir ces images-là. Je pense que vous êtes assez fort sur les médias sociaux, ce que vous faites, mais aussi où on peut vous trouver vos produits. Dans le fond, juste pour parler des produits un peu, là, on définit toujours nos types d'élevage par leur nom complet. Dans le fond, tantôt, on parlait de bœuf, de porc, de poulet, mais nous autres, on fait du bœuf à l'herbe. C'est important pour nous, là, on le mentionne. D'accord. Dans le fond, la façon qu'on l'élève, c'est qu'il va manger seulement du foin. Il n'y aura aucune autre alimentation. Fait que c'est pour ça qu'on le détermine par bœuf à l'herbe. Il n'y a pas d'hormones de croissance, pas d'antibiotiques, évidemment. Là. Okay. Il n'y a rien qui rentre en compte dans son engraissement à part le foin. On fait du porc engraissé aux légumes. Fait que c'est son nom, là, le porc d'antan. C'est le porc engraissé aux légumes. Dans le fond, c'est qu'on veut avoir une viande qui est plus rouge, plus goûteuse, plus juteuse, plus tendre. La viande est complètement différente. Là, ce qui est plaisant, c'est ça. On travaille avec les viandes Saint-Hilaire, là, David, puis son équipe. Puis ils vont toujours nous revenir. Alexandre, on a découpé tel type d'animaux cette semaine. Puis on savait qu'on travaillait pour toi. Là. Quand nos animaux embarquent sur la table, pas mal tout le monde veut travailler cette journée-là. Là. Fait que ça paraît vraiment. Là, la tendreté, il y a vraiment au niveau de la fibre, il y a vraiment une différence. Là, c'est marquant. Mais nous, on n'est pas bouchers de profession, mais eux, ils l'ont vu tout de suite là, les premières années. Dans l'année, ils sont tout le temps contents de continuer à travailler ce produit-là. Même des fois, ils font comme ils vont nous faire un retour sur hey, ce que tu nous as envoyé cette semaine, c'était quoi? Tu fais de quoi de spécial? Fait que c'est le fun à avoir comme retour. On a le retour de nos clients aussi. On a une clientèle qui est exceptionnelle. Là. On nourrit à peu près 250 familles, une dizaine de restaurants. Et où on peut trouver tout ça? Ben, en fait, nous autres, c'est vraiment là, par les médias sociaux, Facebook, Instagram, par courriel fermerustique@commercialhotmail.com. Les gens qui nous parlent sur Messenger, ben, c'est soit moi ou Alexandre, on est juste deux à s'occuper de toute la mise en marché, tout ça. Mais soit par les médias sociaux, soit à la ferme sur rendez-vous, parce qu'on aime ça quand les gens viennent chez nous, de pouvoir leur faire visiter, expliquer tout ça en détail. Les autres productions qui restent, il y a les poulets fermiers. Nous autres, dans le fond, on fait aussi du poulet qui va arriver un jour petit, mignon et jaune et qui vont partir à 7 à 9 de poids. Puis, nos petits garçons, ils ont aussi leur entreprise, les Petits Rustiques. Ils ont des cocos. C'est eux qui s'occupent vraiment de cette compagnie-là. Là, les cocos des œufs, là. Oui, ils ont des poules pondeuses. Ils s'occupent de la mise en marché. Puis, ils nettoient leurs œufs. Ils s'occupent des poules. On voulait les intégrer dans l'entreprise, mais sans qu'ils soient nécessairement obligés de faire nos tâches. Fait qu'ils ont leurs tâches à eux, leur production à eux. Puis, ils voient un peu là, le cycle qu'on t'explique, qu'on parlait depuis tantôt. Ils en font partie, puis ils le voient. Dans le fond, puis on lui mentionne un peu ce qu'on a dit aujourd'hui. On essaie de leur montrer à tous les jours, de montrer dans le fond que oui, on a une entreprise agricole, oui, on possède des terres, des animaux, des bâtiments, mais nous autres, le but, c'était de finir jusqu'à la fin de notre périple agricole gagnant. Dans le fond, on veut que ces terres-là aient été améliorées, que cette entreprise-là ait gagné plus que nous. Là. Puis si nos garçons, ça les intéresse, ben tant mieux. Non, mais on leur essayé de leur inculquer. Le message est passé. Non, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être convaincu très longtemps. Vous êtes fascinants tous les deux. Allez les trouver sur les médias sociaux. D'ailleurs, ils ont une très belle présence. Tout est super bien présenté, c'est intéressant. Allez faire un tour. Elisabeth et Alexandre, merci encore d'avoir été avec nous. Ça a été un réel plaisir pour moi. Merci d'avoir reçu la ferme rustique. Merci beaucoup. Au nom de l'OBV du Chêne et puis au nom des résidents de Lobinière, on voulait vraiment remercier du fond du cœur nos producteurs de Bon Coup qui, par leurs pratiques agro-environnementales, vont vraiment contribuer à augmenter la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité du sol à longueur d'année. Vraiment, merci d'être là. Le balado Bassin Conversant est une initiative de l'organisme de bassin versant de la zone du Chêne. Cette série d'épisodes vous est présentée dans le cadre du projet Producteurs de Bon Coup, un projet qui vise à mettre en lumière les bonnes pratiques agro-environnementales des producteurs de la MRC de Lobinière. Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Territoire Priorité bioalimentaire. Il a également été financé par la MRC de Lobinière dans le cadre de son plan de développement de la zone agricole.